nous allons pouvoir profiter de la science de Mélanie Joseph, qui est encore donc, traduite par Trilogue, que nous remercions. Donc, Mélanie Joseph, bienvenue. Vous êtes actuellement doctorante en pratique et théorie de la création artistique à Aix-Marseille Université, sollicitant deux disciplines, donc à la fois les arts plastiques et la sociologie. Artiste formé aux Beaux-Arts de Marseille, vous vous intéressez à des thématiques autour des communautés invisibilisées, des corps territorialisés ou de l'absence de parole. Plus particulièrement, votre recherche porte sur les corps sourds qui ont été corrigés, cachés, effacés. Vous êtes chercheuse associée à l'INA cette année. Et dans votre intervention, vous allez questionner les mécanismes d'oppression et de répression des sujets sourds, censurés puis remodelés à travers le regard entendant, qui ont été soumis à un certain regard médical dominant des contenus audiovisuels entre 1950 et 1975. Et c'est à vous. Merci. Merci beaucoup de l'organisation de cet événement sur 2 jours et surtout de son accessibilité. C'est quelque chose qui est assez rare pour le remarquer et pour vous en remercier. Alors, ma recherche. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a relativement impacté, c'est que c'est la première fois que je vois la langue des signes, je n'en ai jamais vu en France, c'est quelque chose d'assez étrange. Il y a une personne qui m'a dit ça un jour, que c'était quelque chose de relativement invisible. Et je vais vous donner quelques éléments de contexte. En France, il y a 6 millions de personnes sourdes et malentendantes. Et parmi elles, 250 000 personnes sourdes sont signantes comme moi. Comme vous pouvez le voir, je m'exprime en langue des signes. Et je me suis posé la question, mais quand même, avec un tel chiffre, 250 000 personnes sourdes signantes, comment des personnes peuvent se dire qu'elles n'existent pas, qu'elles sont invisibles? Et ça m'a mené à réflexion. D'autre part, une autre raison pour laquelle j'ai souhaité mener cette recherche en doctorat est que, il y a un siècle, la langue des signes a été évincée, elle a été bannie. Ceci a commencé pendant un siècle, oui, jusqu'à à peu près 1970, donc de 1880 jusqu'à une période assez récente qui est de 40 ans. Donc ici, en France, avant, il n'y avait pas vraiment la possibilité de signer et moi, je me suis posé la question en tant que personne sourde, les conséquences donc, de ce bannissement de la langue des signes, quel a-t-il été sur les personnes qui ont vécu cette période? Alors, logiquement, pour moi, mon terrain de recherche, ça a été l'INA, clairement, parce qu'il y avait des archives visuelles grâce auxquelles je pouvais voir la manière dont les personnes sourdes étaient représentées à la télévision, et aussi ça m'a permis d'accéder à des traces de la présence de ces personnes grâce à ces archives. Et j'ai choisi comme date, donc 1950 jusqu'à 1975. C'est la période que j'ai choisi d'étudier. Et pourquoi? Parce que la télévision française, quand est-ce qu'elle a émergé? C'était après la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est ça. Et les toutes premières archives dans lesquelles on a pu montrer une personne sourde, elles datent de 1952 à peu près, ici en France. C'est-à-dire qu'il y a des archives dans lesquelles on peut voir des personnes sourdes en 1946, mais le souci, c'est que ce n'était pas vraiment des archives françaises, c'était celles qui étaient destinées pour un autre pays. Or, moi, mon terrain, c'était la France et ce qui s'y déroulait. Donc, de ce fait, j'ai choisi 1950 jusqu'à 1975. Et en fait, c'est plus les années 70, un peu sur 1975, mais en fait, oui, c'est parce que juste après les années 70, enfin, on a pu voir des personnes signantes. Et ce n'est pas forcément ça que j'ai souhaité étudier, c'était plus la période de 1950 à 1970 où justement on ne les voyait pas forcément. Comment les personnes sourdes étaient-elles représentées pendant cette période? En fait, elles étaient dans l'ombre, clairement. Je vais vous expliquer après pourquoi ça n'a pas forcément été quelque chose d'intéressant pour la télévision, mais c'est que les personnes sourdes, souvent, quand on les montrait, c'était en fonction de l'institution médicale dans laquelle elles étaient placées ou des méthodes pédagogiques qu'on leur appliquait ou encore au sein d'écoles privées ou dans des hôpitaux.
C'est-à-dire qu'on voyait souvent les personnes sourdes comme ne s'exprimant pas par elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire on s'exprimait sur elles, pour elles. C'était les médecins qui prenaient la parole, leurs pédagogues, ou alors c'était des membres de leur famille qui parlaient de leurs enfants sourds ou éventuellement de leurs adultes sourds. Et j'ai donc consulté des images d'archives et j'ai accédé donc à une quarantaine de documents sur ces 20-25 ans. Et au départ, quand je les ai consultés, que je les ai analysés, j'ai été confrontée à un problème parce que je me rappelais avoir vu donc une vidéo, une image de cette personne là que vous voyez, donc de Trinh T. Minh. C'est une personne qui est originaire du Vietnam et qui a travaillé au Sénégal. Et elle-même, elle a fait des interviews, elle a tourné différentes choses dans ce pays, au Sénégal. Et tout de suite dans la vidéo, la première chose qu'elle dit, et d'ailleurs j'ai mis la citation juste dessus, et ça m'a marqué parce que je me suis dit, par rapport à mon positionnement en tant que chercheuse, l'autorité que je peux en avoir de ce qui est vu, de ce qui est perçu, et parallèlement à ça, la majorité des vidéos que j'avais donc consultées, quand elles montraient des personnes sourdes, elles ne s'exprimaient pas. Si bien que ça m'a amené à l'idée suivante, avant bien sûr de plonger dans mon sujet. Ce qui m'a intéressé, c'est davantage la recherche et surtout la création d'un objet, sa mise en forme. Il peut y avoir une fonction donc à cette création, une fonction d'analyse, de recherche, d'information, de message dans la mise en forme, dans ce que l'on met dans le documentaire. On y met aussi un objet qui est plein d'informations qui après peuvent amener à l'analyse. Et justement, c'est une information qui peut amener à certains enseignements. Et la seconde chose qui m'a intéressée par rapport aux objets que moi je souhaitais analyser, c'est que ce sont des témoignages, et les témoignages, c'est intéressant de les valoriser. Et en tant qu'artiste, on a une vision des choses, on a une vision souvent qui est assez subjective. Et moi, je me suis dit, cet objet à analyser, il fallait que ça soit aussi une vision objective qui puisse la croiser. Si bien que ce sont deux points de vue, on va dire, qui se développent en parallèle. J'ai réfléchi à la manière de pouvoir donc, trouver la présence de ces personnes sourdes, de pouvoir la spatialiser dans ces documentaires où on n'avait pas forcément la parole, peut-être de leur redonner. Et j'ai donc travaillé avec la méthode de la vidéo-élucidation. Donc, avant de démarrer ma thèse, j'avais observé les travaux d'un chercheur, je vous ai mis le nom, Fournier. Et donc, ce chercheur a montré la manière dont il avait travaillé, pour vous expliquer clairement. Il a travaillé sur la société face au monde nucléaire, comment les personnes, les ouvriers qui travaillaient dans cet univers nucléaire pouvaient ressentir les choses. Or, c'est un domaine qui est frappé par le secret défense, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans les lieux, on ne peut pas accéder à certaines informations. Et lui, il a trouvé comme solution, c'était dans les années 60, il a trouvé comme solution de s'appuyer sur une série qui s'appelle Les Atomistes. C'est une série qui est tout à fait accessible, que l'on peut voir sur le site de l'INA. D'ailleurs, elle s'y trouve. Ce sont des images donc, qui ont été bien sûr promues par l'État, financées par l'État, pour pouvoir rassurer la population sur... parce qu'on était dans les années 60 quand même, c'était au moment où on construisait des centrales nucléaires. Et donc la population avait besoin d'être rassurée par rapport à ça. Et c'est une série dans laquelle, en effet, on aborde ce monde, la manière dont les travailleurs qui progressent. Et donc, il y a des chercheurs, des ouvriers, des techniciens, des agents de sécurité, des infirmiers, différents corps de métier que l'on voit s'exprimer dans cette série et qui donnent des informations, en effet, sur leurs recherches. Donc, comment le monde s'organise autour de ce nucléaire qui est assez récent. Et donc, ce chercheur, Fournier, a décidé donc d'aller à la rencontre de personnes qui avaient évolué dans ce monde nucléaire, des retraités, en leur montrant les images d'archives de cette série, Les Atomistes, en leur demandant c'est quoi votre avis, c'était vraiment comme ça, c'était différent ce que vous avez vécu. Et bien sûr, ce sont des personnes qui étaient à la retraite, donc qui étaient encore malgré tout tenues à un certain secret de manière contractuelle, mais qui s'exprimaient quand même, qui disaient oui, c'est vrai, c'est faux.
et ça leur a offert quand même un espace d'expression. Donc, ça a été sa technique, ce chercheur, M. Fournier. Donc, ça a été une sorte de vidéo-élucidation. C'est-à-dire qu'on invite des personnes, une ou plusieurs, un panel, à rencontrer des images, des archives, soit des vidéos ou des images de différentes formes, et on leur demande de s'exprimer sur ce qu'elles peuvent voir ou ressentir. Cette technique, je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce que, tout d'abord, concernant mon statut de chercheuse, je refusais totalement d'assumer cette autorité sur les images vues. Pour moi, c'était une occasion de donner un espace de parole à une population, à un public. La deuxième chose qui pour moi est très très importante, c'est qu'il y a les 3 images de l'INA. Ça a posé une problématique, c'est-à-dire que je ne pouvais pas utiliser les images en dehors du cadre de l'INA, les montrer à l'extérieur. Il y avait une convention, un contrat qui nous liait. C'était un grand obstacle pour moi parce que de par les clauses qu'il y avait dans le contrat, je ne pouvais pas utiliser donc, ces images à l'extérieur. Donc ça, c'était une contrainte non négligeable dans ma recherche. Comment, dans ce contexte, donner un espace de parole aux personnes sourdes? Je vais maintenant y venir. Alors, comment je m'y suis prise? Par rapport aux archives, aux images, j'ai créé 2 groupes. 2 groupes différents de par leurs caractéristiques. Le premier groupe était constitué de personnes jeunes de 18 à 30 ans environ, que j'ai choisi. Pourquoi? Parce qu'elles sont nées après la loi Fabius. Cette loi, enfin, a marqué l'autorisation d'utiliser la langue des signes de manière officielle au sein des écoles, des universités, différentes structures éducatives. Il y avait la possibilité. C'est une loi qui est très récente, qui date des années 90. Moi, d'ailleurs, je suis née une année avant. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement récent. C'est quelque chose de contemporain de notre génération. C'est-à-dire que notre génération a le droit officiellement d'utiliser la langue des signes, droit qui n'était pas acquis pour les personnes qui nous ont précédés. Ensuite, j'ai souhaité avoir un deuxième groupe avec des personnes de plus de 60 ans qui, elles, avaient expérimenté cette période des années 50 aux années 70. Comment j'ai procédé? Je leur ai montré ces images d'archives. Il y avait une dizaine de vidéos. Mon campus était constitué d'une dizaine de vidéos que je leur ai présentées. Là, par exemple, il s'agit du groupe plus âgé. On voit donc ces 2 personnes qui s'expriment sur la vidéo qu'ils viennent de voir. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui a une durée de quelques minutes, et je vous informe qu'elle n'est pas sous-titrée, qu'elle n'a pas de son, et c'est normal. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, je vous laisse la regarder.
Ce que vous avez vu, bien sûr, nous, on n'a pas accès aux images d'archives que les deux personnes visionnent, et donc on voit deux personnes sourdes qui regardent les images. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment elles recevaient ces images, comment elles les percevaient, ces images qui viennent de l'INA, donc des années 50 à 70, comment ça pouvait ou pas les toucher, à quel endroit ça les touchait, est-ce qu'on partage les images que l'on voit ou pas, est-ce que ça nous parle, c'est un peu ça que je voulais observer. Par rapport à la représentation des personnes sourdes, quelles émotions aussi ça pouvait susciter, et qu'est-ce que ça peut apporter à la communauté sourde, à la jeune communauté sourde aujourd'hui. Donc, ce que je ne voulais pas là aujourd'hui, c'était rendre accessible, parce que je ne voulais pas phagocyter en fait les sourds et la langue des sourds. C'est pour ça que j'ai laissé ce document tel quel. C'est un chercheur, donc Olivier Chetrit, sourd lui-même, qui a développé ce concept pour deux raisons principalement. La création donc de documents typiquement sourds nécessite parfois une accessibilité pour que les entendants l'aperçoivent, et souvent cette accessibilité, ça modifie l'original. Ça peut modifier l'original. On aurait pu sous-titrer, mettre une voix off, mais vous auriez été, votre attention aurait été occupée par soit le sous-titre, soit la voix off. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas cette accessibilité, ça vous a obligé à vous concentrer sur les personnages, sur ce qu'ils exprimaient, en tout cas corporellement, avec la langue des signes. Moi, je voulais qu'on partage cette expérience, et en tout cas, partager avec vous cette expérience de personnes sourdes. Alors, l'objet, ce n'est pas une critique des archives, ce n'est pas de dire que c'est bien ou mal, que le document a une valeur quelconque, mais c'est plus mon objectif de représenter et de présenter un certain passé, mais qui a marqué l'histoire des sourds, qu'on a besoin aussi de savoir, de connaître notre histoire pour pouvoir vivre aujourd'hui. Donc, les témoignages des personnes sourdes, ça permet donc de construire l'histoire. Et bien évidemment, donc, sur le plan télévisuel, la télévision est conçue pour la majorité, c'est-à-dire un public entendant. Et les productions sont réalisées aussi par des entendants, pour des entendants. Les documents qui ont pu être faits d'entendants sur des personnes sourdes, forcément, c'est un regard qui est orienté. Et moi, je voulais donc apporter un autre angle de recherche et modifier aussi, changer complètement cette logique et voir comment les sourds eux-mêmes étaient acteurs dans ces questions. Bon, je ne peux pas vous montrer toutes les images et tous les documents et toutes les vidéos sur lesquelles j'ai pu travailler. Ça prendrait beaucoup de temps. J'ai au moins 3 heures d'archives. Mais ce que je peux remarquer, au regard des témoignages que j'ai pu avoir, donc des seniors, du groupe des seniors donc, qui ont vécu dans les années 50, qui ont été scolarisés, qui ont vécu aussi l'appareillage auditif par les spécialistes de l'époque. Si je compare donc le regard des jeunes à celui des seniors, qui n'ont pas vécu bien sûr à la même époque, les seniors vont évoquer leurs souvenirs, parce que certains sont concernés par les propos qu'on voit dans les images archives, et les jeunes vont plus parler de leur militantisme actuel, sans forcément connaître l'histoire. Donc les traces que l'on peut avoir, elles sont essentiellement négatives. Pourquoi ? Parce que il y a eu ce déni de la langue des signes, l'interdiction d'utiliser la langue des signes pendant une époque très importante, et même si aujourd'hui elle est présente, l'idée aussi de ce type de recherche, c'est de partager un patrimoine et de constater donc d'où on part pour pouvoir justement faire un bilan de la situation actuelle. Voilà, merci.